Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 6 romans et d'un manga que j'ai plutôt bien aimé et qui m'a franchement fait marrer. Je lis beaucoup en ce moment du coup. Et voilà, c'est d'où le 6 romans hein, dans ce point lecture. J'ai eu 2 abandons. J'ai eu 2 abandons récemment aussi. J'ai abandonné le dernier roman de Fanny Flagg qui s'appelle Toute la ville en parle. Je vais pas m'étaler sur le roman, juste vous dire vite fait qu'en fait je m'ennuyais profondément, beaucoup trop de personnages. Impossible de vraiment s'attacher à l'un d'entre eux étant donné qu'il y en avait à foison, ça m'agaçait en fait. Et surtout je m'ennuyais très fortement. J'en ai parlé dans un vlog, sur ma chaîne de vlog d'ailleurs, qui s'appelle le vlog je sais plus quoi et abandon. Donc si vous voulez en savoir plus j'en parle dans cette vidéo là. Et j'ai également abandonné un livre qui s'appelle L'Empreinte, dont je vous avais pas mal parlé puisqu'il me faisait très envie. On le voyait notamment dans ma vidéo en librairie et dans ma pile à lire. Et en fait, alors c'est pas que je l'ai abandonné, c'est qu'en fait je l'ai lu d'une façon assez étrange parce qu'il y a entre guillemets deux histoires qui se mêlent, hein, mais il y a quand même 2 histoires dans le roman. Et en fait au bout d'un moment l'une des histoires m'ennuyait tellement, mais tellement que j'ai arrêté de la lire et je n'ai lu que l'autre. Ce qui fait qu'en fait je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants du roman et du coup je me sens pas de vous faire vraiment, enfin de vous donner mon avis sur ce livre qui ne sera du coup pas, bah voilà, il sera pas top, hein, c'est pas très français tout ça, mais qui sera pas génial étant donné que je n'ai pas lu tout le livre, je me suis contentée de la partie qui m'intéressait. Pareil, ce livre là je vous en parle dans la vidéo vlog où je parle de mes abandons livresques. Là j'avais beaucoup trop de livres à vous présenter pour en plus intégrer ces 2 romans là, mais je tiens quand même à vous le signaler, si vous voulez en savoir plus, j'en parle dans le vlog. Je vous mets la vidéo en barre d'infos de toute façon. Et du coup maintenant on passe aux lectures que j'ai terminées, que j'ai plus ou moins aimées. J'ai eu des déceptions, j'ai eu un beau coup de cœur, j'ai eu une très bonne lecture. Il y a vraiment un mélange de plein de choses, donc on va commencer tout de suite. Je les prends comme ils viennent. Le premier dont je veux vous parler, il s'agit de La Légende des 4, le tome 2, donc qui s'appelle Le Clan des Tigres de Cassandra O'Donnell. Je vais pas faire un résumé de ce roman parce que je risquerais de vous spoiler. Le Clan des 4, en fait, c'est... on est dans un monde où il y a des métamorphes, on va dire. Ils ont un autre nom, mais on va dire que c'est des métamorphes. Et il y a 4 grands clans, donc celui de ceux qui se métamorphosent en tigre, ceux qui se métamorphosent en loup, ceux qui se métamorphosent en serpent, et ceux qui se métamorphosent en... je crois que c'est des aigles, voilà, en volant, tu vois. Dans ce monde-là, en fait, ce sont les métamorphes qui dominent un petit peu le monde et qui imposent leurs règles et leurs lois aux humains. Nous, on suit 4 ados, donc les héritiers de chaque clan, un héritier de chaque clan, qui au départ en fait sont scolarisés dans une école où il y a des humains. Ça va un peu partir en cacahuète et les 4 ados qui ne sont pas censés s'aimer puisque ces clans ont vraiment des lois très strictes et ils ne sont pas, ils sont pas amis, hein, loin de là, ils font tout pour maintenir une belle distance de façon à éviter les guerres, donc voilà, ils sont pas potes, sauf qu'en fait les 4 ados vont devoir se réunir pour un projet commun, on va dire, et 2 des personnages se rapprochent très fortement, ce qui est étrange parce qu'ils sont pas de la même espèce. Voilà. Bref, et puis dans le tome 2, on retrouve du coup nos 4 guélurons, j'allais dire. On retrouve nos 4 héritiers de chaque du coup peuple dans la suite de leurs aventures avec une espèce de guerre imminente avec les humains. C'était sympa, maintenant, ouais c'était sympa, ça se lit vraiment très bien, c'est écrit très gros, hein, sincèrement, voilà, c'est écrit très gros. Je sais pas combien de tomes sont prévus, j'espère qu'il n'y en a que 3, parce que je pense que l'histoire va finir par s'essouffler. Des personnages que j'aimais beaucoup, c'est pas qu'ils me déçoivent, c'est qu'en fait on est en train de nous mettre en place un espèce de triangle amoureux et ça me gonfle. Donc j'espère que je me trompe et que ça va pas se passer comme ça parce que franchement ça va vraiment me décevoir. Mais sinon c'est vraiment sympa de voilà le petit message de les différences, voilà, on a beau être différents, si on s'unit on peut combattre l'ennemi commun. C'est plutôt sympa. J'aime vraiment beaucoup Mika qui est un bébé tigre et j'aime beaucoup Nell qui est l'aigle. C'est vraiment mes 2 personnages chouchous en fait, je les aime beaucoup. On a encore ce cliché de voilà cette jeune fille qui est au milieu avec le petit peut-être pas petit d'ailleurs, mais le jeune homme grand, fort, charismatique et tellement gentil, qui a quand même un fond animal, hein, donc mais bon il est gentil. Et puis l'autre qui est beau mais d'une autre
autre genre de beauté, tu vois, et qui lui est méchant mais est très gentil avec elle, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je sens pointer le triangle là et ça me... voilà. L'histoire était plutôt sympa, j'ai pas trouvé ça complètement dingue, mais j'ai passé un bon moment de lecture et je lirai le 3e tome avec plaisir, voilà. Je vais maintenant vous parler de Des Nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludek aux éditions Ozu. Ce livre est sublime, voilà. Il me faisait très très envie, je l'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps et j'ai sauté dessus, hein. J'avais trop envie de le lire, j'avais lu des avis dithyrambiques, texte poétique, histoire fantastique, c'est génial, fonce, fonce, fonce. Je me suis fait littéralement chier pendant tout le roman. Mais vraiment, je suis désolée du terme employé, mais c'est vraiment le sentiment. C'était au-delà de l'ennui, en fait. Je me suis attachée à aucun personnage et je me suis mais tellement ennuyée. J'avais l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter, en fait. Et j'étais là, mais bon, allez, avance, 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 avance. Alors peut-être le style, peut-être la traduction, peut-être... Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est typiquement le genre d'histoire qui habituellement peut m'embarquer, mais alors là... ça l'a juste pas fait. Vous savez, parfois les romans c'est juste une question de rencontre, de moment, d'instant. Peut-être que je l'ai pas lu au bon moment, peut-être qu'on n'est juste pas fait pour s'entendre lui et moi. En tout cas ça l'a vraiment pas fait avec moi. Alors je vais pas dire que c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. C'est juste que je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée. En ce moment j'ai besoin de livres où il se passe des choses, j'ai besoin de ressentir quelque chose, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de sentiments, d'émotions, de... Et là, il n'y avait rien. Et puis alors, tout le monde me dit que l'écriture est ultra poétique. Bah moi, je trouve pas. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était poétique. J'ai trouvé que c'était classique. Enfin, il n'y avait rien de spécial. Je sais pas. Je sais pas. Je suis complètement passée à côté de ce roman. Mais vraiment, complètement passée à côté. Alors, dans cette histoire, en fait, on suit un monde... où un peuple en fait a fui ses terres d'origine parce qu'ils étaient pourchassés par un autre peuple très méchant et très violent. Ils vivent dans un autre endroit depuis très longtemps et en fait ils se laissent un petit peu guider par les étoiles et la couleur entre guillemets des étoiles et du ciel qui serait un message de leur déesse. Donc en gros, enfin voilà, si le ciel est vert ou les étoiles sont vertes, c'est ok. Et si c'est rouge, bah c'est pas très bon signe. Et cette fois-ci, le ciel vire au rouge. Et la fille d'un des responsables, qui s'appelle Skane, qui est d'ailleurs vraiment pas aimée hein, de son père et de sa famille. C'est assez triste, hein, pauvre gamine, hein, c'était vraiment le sentiment que j'avais pendant tout le roman. Qui a survécu en fait à la dernière marée rouge, on va dire, enfin voilà, où il y avait eu en fait, c'est au moment de sa naissance, suite au ciel rouge, il y avait eu une grosse peste et beaucoup de gens sont morts, y compris sa mère. Donc sa famille l'aime pas trop parce qu'elle voilà, elle a survécu, sa mère a pas survécu, donc ils ont un peu de mal à l'apprécier. Elle est très amie avec un jeune homme qui lui sait lire les runes, parce que chacun a un peu un talent. Elle sait lire les étoiles et lui il sait lire les runes. Et ils vont décider de partir voilà, à l'aventure et ils vont découvrir que les fameux méchants que son peuple fuit depuis longtemps est en chemin en fait pour sûrement les détruire. Donc ils vont vouloir à eux deux réveiller les clans et leur dire voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, enfin il faut qu'on bouge. Skane va se mettre en tête de partir, elle toute seule, très loin, voilà, je vais pas m'étaler plus, pour parler avec la déesse, puisque voilà, elle est persuadée qu'elle peut parler à la déesse et que la déesse va les aider en fait à dépasser tout ce qui risque de leur arriver. Son pote lui va rester pour aider les adultes à réunir les clans, enfin réunir les villages pour que tout le monde s'entraide. L'histoire c'est ça. Le problème c'est que, alors c'est écrit extrêmement gros, hein, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais le problème c'est que c'est très lent. Je me suis attachée à aucun des personnages, j'ai pas, voilà, je peux même pas vous en dire plus parce que je l'ai fermé, j'ai fait, voilà, je pense que vous avez mon avis sur le livre. Ouais, c'était hyper constructif, je sais. Bon allez, on passe dans les bonnes lectures. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram pendant le salon du livre, parce que l'autrice était là, mais je vais vous faire un vrai topo sur ce livre. Donc il s'agit de Mère morte, de Aurélie Wallenstein. Pour ceux qui me suivent depuis quasiment un an, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Le Dieu oiseau, de la même autrice, qui reste actuellement le livre de l'autrice que je préfère. Je les ai pas tous lus, il y en a qu'un que j'ai pas lu, c'est Les Loups Chantants, qu'il faudrait que je lise d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, Le Dieu oiseau, ça reste... Voilà, même s'il y a un élément qui moi m'a pas convaincu, ça reste mon roman préféré de l'autrice. Mais autant vous dire que quand celui-ci est sorti, il était clair que j'allais foncer dessus,
par rapport au résumé, etc., on se doutait qu'il y allait avoir un côté très engagé de la part de l'autrice en ce qui concerne la protection animale, ou en tout cas en ce qui concerne les horreurs qu'on fait subir aux animaux marins, en l'occurrence dans ce roman. C'est un sujet qui me tient vachement à cœur, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Je suis bien plus sensible à la cause animale des animaux marins que terrestres. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est une question d'affinité, je peux pas l'expliquer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse. Moi, quand je vois un dauphin, une baleine, un phoque, je pleure, hein, en liberté, j'entends. Hein, parce que dans un parc, je pleurerais aussi, mais je les verrais pas puisque j'y vais pas. Bref, c'est un autre débat, je m'égare. Donc, dans ce livre, les mers n'existent plus, les océans ne sont plus là, et bien sûr les mammifères aquatiques et les poissons aussi hein, ne sont plus là, tout est mort en fait, voilà, tout est mort. Du coup les hommes ont très peu de ressources hein, en eau, etc. se sont regroupés par petits clans, on va dire, et nous on va suivre un jeune homme qui s'appelle Oural, qui lui a une capacité extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est exorciste. Parce que dans cet univers où les mers et les animaux marins sont morts, il y a des marées fantômes, donc voilà, comme si la mer, ce que je disais sur Instagram, comme si la mer voulait se venger de l'homme qui l'avait détruit en fait, et du coup elle envoie des marées fantômes comme ça. Ces marées sont pleines d'animaux aquatiques qui sont des fantômes, des esprits, on sait pas trop ce que c'est, on va dire que ce sont des fantômes, et quand ils viennent, ils submergent des cités, ils submergent les peuples, les clans, les villages, dans le but de dévorer l'âme des hommes qui y sont. Les seules personnes qui peuvent combattre ces fantômes et ces esprits, ce sont les exorcistes. Il y en a très peu, mais du coup ils ont un impact et une importance hallucinante. Oural est exorciste depuis très longtemps, il a été détecté assez jeune, ce qui fait qu'il a une position très particulière, on le prend un petit peu pour l'élu, tu vois, on l'aime, on le choisit, on le protège, il a vraiment un statut assez particulier. Jusqu'au jour où une bande de pirates va débarquer dans son village, et ce que veulent les pirates, c'est des vivres bien sûr, mais surtout l'exorciste. Et le capitaine de ce bateau pirate va décider d'emmener Oural avec lui et d'exploiter son talent d'exorciste. Je vous laisse découvrir pourquoi, etc. parce que je vais pas tout vous raconter, ça serait vous spoiler, ce serait juste horrible. Être particulier, à savoir sauver le monde et faire en sorte que les océans, les mers, etc. reviennent. C'est un personnage très particulier qui lui aussi est doué d'une capacité, d'un pouvoir, entre guillemets, assez spécial. Oural, quand il va découvrir ce que sait faire ce capitaine, il va être un peu... déjà, il va être effrayé, et ensuite, il va se poser énormément de questions, à savoir comment il fait, pourquoi... Enfin voilà, tout ce cheminement. Et le capitaine va être très intrigué par Oural, parce que Oural a quelque chose que les autres exorcistes n'ont pas, et qui paraît aberrant pour le reste du monde. Il s'est lié d'amitié depuis sa plus tendre enfance avec... le fantôme, l'esprit d'un dauphin, et ils sont vraiment, vraiment très liés. C'était magnifique d'ailleurs, j'ai adoré ce lien qu'a créé l'autrice, c'était vraiment très beau. Ce personnage du dauphin était juste incroyable, et voilà, la couverture hein, est juste incroyable, j'ai adoré ce côté-là, c'était juste dingue. Voilà, le capitaine est vraiment très intrigué par cette relation, et au fur et à mesure on va découvrir qu'Oural a une capacité encore au-delà de tout ça, c'est que, alors moi j'aimerais pas être à sa place clairement, mais dans ses rêves en fait il arrive à vivre les horreurs qu'ont vécu les animaux en fait marins. C'est vraiment horrible, sincèrement c'est horrible. Alors on sait tout ce qui... On sait, hein, la pêche intensive, les animaux qui sont pêchés juste pour leurs ailerons qu'on coupe et qu'on rebalance à l'océan. On sait tout ça, mais là c'est décrit avec une telle... Voilà, moi j'en chialais quasiment, enfin c'était horrible en fait, parce que tu sens limite la douleur de l'animal, tu te dis mais mon dieu, si on te faisait ça à toi, c'est juste horrible, tu vois, si on te chopait dans la foule, on te coupait le bras et on te rebalançait, allez salut. Enfin franchement c'est horrible, c'est vraiment horrible. En plus Aurélie, elle a ce truc, quand elle écrit, c'était un peu pareil dans Le Dieu Oiseau, de créer des scènes, de décrire des scènes qui te prennent les tripes en fait. Et là c'est exactement la même chose mais avec des animaux en fait. Voilà, donc Oural est sur ce bateau avec ce capitaine et ils ont cette mission, mais bien sûr ça ne va pas être sans obstacle forcément, et sans marées qui vont venir sans arrêt les envahir en fait. J'espère que mon résumé n'était pas trop cafouilleux.
c'est même pas français ma phrase, mais voilà. J'ai adoré, mais vraiment adoré le côté engagé au niveau de la voix animale en fait. C'était fort, c'est dur à lire, hein. Ces passages-là sont très difficiles à lire, je tiens à le dire quand même, mais c'était très fort. On a besoin de romans comme ça. C'est hyper original, comme à chaque fois avec l'autrice de toute façon, mais voilà, c'est hyper original, j'avais jamais lu ça avant, et ce côté-là j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. Il y a une faiblesse pour moi dans ce roman, c'est que justement, tout le côté engagé prend peut-être un petit peu le dessus sur l'histoire. Voilà, pour moi, il y a ce petit côté-là qui peut-être prend un petit peu le dessus. Il y a eu un moment où j'étais un peu perplexe dans le sens où ils enchaînent les marées en fait. Il y a une marée, enfin une marée qui les attaque, bam. Donc il faut Cora le combattre, il faut que ceci, cela. 3 minutes après, bam, une autre marée. Mais en fait ça s'explique, mais je peux pas vous dire pourquoi, mais ça s'explique hein, dans le roman, puisque les marées servent aussi à quelque chose, donc c'est utile, hein, voilà. Mais c'est vrai que sur le moment j'étais en mode, ouh attends, il y a que ça, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est vrai que quand il réfléchit bien, j'ai eu le temps de le digérer le roman, puisque je l'ai lu il y a quelques temps quand même, enfin quelques temps. 10 jours quoi, du coup voilà, maintenant je me dis oui c'est vrai que c'était vraiment nécessaire. Par contre voilà, je trouve vraiment que, alors c'est peut-être juste lié à moi, parce que je vous dis j'ai un rapport particulier quand il s'agit des animaux marins, voilà, j'ai une sensibilité assez particulière vis-à-vis de ça, et c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que ça a pris le dessus sur moi. Peut-être qu'avec d'autres lecteurs ça ne le fera pas. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Vous savez que j'aime les livres engagés, j'aime la plume d'Aurélie Wallenstein, j'aime l'originalité des romans qu'elle propose, et malgré le fait que Le Dieu Oiseau reste pour l'instant mon number one, je vous conseille vraiment très fortement de découvrir ce livre. Il n'est pas parfait, mais voilà, il vous étonnera. Il vous étonnera, c'est sûr. Il est original, c'est pas quelque chose que vous trouverez partout, et je trouve ça top en fait, et c'est pour ça que j'aime découvrir les romans de cette autrice, donc je ne peux que vous recommander chaudement de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai eu envie de lire un livre qui traîne dans ma palle depuis une éternité. C'est un peu mon credo actuellement, j'ai envie de lire des livres qui sont là depuis longtemps. Alors même si pour moi longtemps ça veut dire 2 ans maxi à peu près, mais ça n'empêche que j'avais très envie de sortir un livre. Vous savez, ce livre que vous achetez en vous disant j'ai vachement envie de le lire, mais qu'à chaque fois que vous voulez le prendre dans votre pile à lire, vous dites ah ouais mais non je vais plutôt lire l'autre à côté, c'est... voilà. Mais vous vous séparez pas de celui-ci parce que vous voulez le lire, tu vois. Bref. Je m'étale. Donc il s'agit de Les Aventures Improbables de Julie Dumont par Cassandra O'Donnell. Alors il faut savoir que j'ai eu envie de lire ce livre parce que elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde les vidéos, mais j'ai préparé des commandes hein, de ma boutique Etsy, que je vous mets en barre d'infos si vous la connaissez pas, et en fait j'avais une cliente qui s'appelait pas Julie Dumont mais Juliette Dumont, et quand j'ai vu son nom je me suis dit oh mais oui, je lirais bien ce roman. Donc merci Juliette, hein, grâce à toi j'ai sorti ce roman. Et vraiment merci parce que je me suis éclatée, c'était frais, c'était super sympa. J'ai adoré. Je pense que tous ceux qui aiment les romans genre les détectives du Yorkshire et tout, je pense que vous devriez aimer parce que c'est vraiment super sympa. Donc là on suit une jeune femme qui s'appelle Julie Dumont, qui vit à Paris, qui est... pigiste, ouais, il me semble qu'elle est pigiste, enfin bref, elle est journaliste, elle écrit pour un magazine féminin, elle écrit sur des mascaras, des crèmes, etc. Alors c'est pas ce qui la passionne, elle voulait écrire sur la mode, mais bon, faut bien payer ses factures. Elle doit retourner dans sa Normandie profonde pour voir ses parents, parce qu'ils fêtent leur anniversaire de mariage. Quand elle retourne dans son petit bled, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, je ne sais plus. Donc quand elle retourne dans son petit bled, on découvre très rapidement qu'en fait ses parents ce sont les croque-morts du village, et que du coup elle en a un petit peu bavé hein, quand elle était ado, parce que bon c'est pas forcément facile. En plus elle est un peu harcelée par sa famille et par le village, parce que tout le monde souhaite que Julie reprenne l'affaire familiale. Sauf qu'elle, elle a pas envie, elle est journaliste, elle vit à Paris, elle a pas du tout envie de s'enterrer dans le fin fond de la Normandie à maquiller des cadavres. C'est pas du tout le truc qui la branche en fait. Et donc elle arrive là-bas, sauf que dès qu'elle arrive dans le village, elle se retrouve à croiser la route d'un homme qu'elle croit mort au départ et qui en fait n'est pas mort mais est fortement blessé. Donc elle se sent obligée, et on la force un petit peu d'ailleurs à l'emmener aux urgences. Et à partir de là, tout son séjour va être complètement chamboulé parce qu'il s'avère que cet homme qui a été tabassé, en fait, est un journaliste d'investigation pour un magazine, un peu un truc à scandale, qui n'a pas une très bonne réputation.
et qu'en fait il enquête sur le meurtre d'une femme, une des femmes les plus riches, les plus fortunées du bled, et qu'en fait il a dû un peu trop fouiller parce qu'il a énervé des gens. Julie va se retrouver complètement embarquée dans cette histoire et va être embauchée par cet homme pour l'aider en fait à résoudre l'enquête. Donc elle va mener sa petite enquête tout en devant affronter sa famille et sa mère qui est, c'était tellement drôle, sa mère est trop marrante, son grand-père qui est un personnage génialissime, je vous laisse le découvrir parce que vraiment, mais il m'a fait pisser de rire. Et c'était drôle, et c'était fantasque, et ça se lit super bien, et je regrette vraiment que Cassandra O'Donnell n'aille pas plus souvent vers ce genre de livre, parce que, mais vraiment, c'était tellement cool. D'ailleurs, je me rends compte que c'est le deuxième de l'autrice que je vous présente aujourd'hui, j'ai même pas fait exprès. Mais vraiment, c'était super chouette. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, mais allez-y, vous allez vous marrer. Je vous dis, si vous aimez toutes ces ambiances, ces petits villages, mais version française. Et c'était vraiment cool, en fait. Julie lui arrive que des galères. Elle mène son enquête. En plus, il y a un gars, en fait, le jour où nous on rencontre Julie, elle se réveille suite à une cuite avec un homme nu dans son lit. Elle va un petit peu fuir parce qu'elle sait pas trop qui est ce mec. Elle apprend juste qu'ils ont pas couché ensemble, mais elle sait pas trop. Et ce gars va s'incruster en Normandie et se faire passer pour son petit copain. Voilà, donc c'est vraiment rigolo en fait. Et en plus la fin est... Alors on nous finit l'enquête, etc. Mais la fin est un petit peu ouverte. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et du coup, ça donne envie. Tu te dis, mais pourrait y avoir d'autres enquêtes de Julie Dumont. Donc, Cassandra O'Donnell, faites-nous d'autres enquêtes. Parce que vraiment, c'était hyper sympa. C'est frais, c'est léger, c'est drôle. T'as quand même cet esprit petite enquête. Mais je vous dis, avec un côté fantasque, en fait. Et c'est génial. Vous savez que j'adore ça. Et je sais, vous allez encore me dire dans les commentaires qu'il faut que je lise Agatha Raisin. Je sais. Mais le fait qu'il y ait tant de tomes me fait peur pour l'instant. Donc, j'essaie d'être à jour dans les autres sagas. Mais ça, franchement... t'as envie d'un truc léger, t'as envie de te marrer, vas-y, tu vas aimer, c'est tout. Je vais vous parler de l'Académie de Amelia Drake, donc c'est le livre 1 chez Pocket Jeunesse. Donc dans cette histoire, on suit une jeune enfant, voilà. Elle a 12 ans, elle s'appelle 12. Alors elle s'appelle 12 parce qu'il y a eu une année où il y a eu énormément d'enfants en fait, qui ont été déposés et amenés à l'orphelinat. Donc on les a tous numérotés en fonction de leur ordre d'arrivée. Donc 12 était tout simplement la 12e. Nous on découvre 12 et ses amis à un moment assez important pour eux, puisqu'ils doivent passer en fait... des tests, un espèce de test on va dire, pour savoir quelle académie ils vont intégrer, puisqu'ils vont devoir quitter l'orphelinat et intégrer une académie. Donc en fait c'est un peu un centre de formation quoi, en fonction du métier que tu veux faire, on va te tester pour voir si tu es fait pour ce métier là, et on va te placer en fait dans une académie, une école pour te former à ce métier. Elle veut être camériste, mais parce qu'en fait elle sait pas trop ce qu'elle veut faire d'autre, on sent quand même qu'elle est différente des autres. Mais bon, elle se dit qu'elle va aller dans cette académie-là et que tout va bien se passer. Elle passe ses tests, etc. Au moment de quitter... déjà pendant les tests, c'est un peu bizarre ce qui se passe pour elle, mais je vous laisse découvrir. Au moment de quitter l'école, elle s'académie, donc elle trouve ça un peu bizarre. Mais bon, elle relève pas trop. Et le trajet ne va pas fort qui était avec elle, et embarquée dans une académie qui est un peu l'académie cachée que personne ne connaît, qui est l'académie des voleurs. Sauf qu'en fait, on lui demande pas son avis, on lui dit ok, nous on a détecté que tu pouvais être une bonne voleuse, donc tu restes là et t'apprends à devenir une bonne voleuse. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que même si au début, bah, c'est pas complètement dingue, c'est gentillet, tu sens en fait qu'il va y avoir, que ça va devenir un peu plus sombre, et que le personnage de 12 va, si l'autrice continue en fait dans cette ligne-là, va devenir plus sombre et peut apporter quelque chose de vraiment intéressant. J'ai hâte de la suivre, j'espère qu'il n'y aura pas 40 milliards de tomes non plus, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2, parce que vraiment, la fin te laisse présager que 12, elle a un putain de caractère et qu'elle va pas se laisser faire. C'est pas son choix d'être là. Ok, tu veux lui imposer quelque chose, elle a pas le choix, très bien, mais tu vas payer le prix fort pour ça aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. On découvre un petit peu, alors après le roman est court, donc c'est vrai que peut-être que c'est pas encore assez développé. Je me dis qu'on aura peut-être plus d'explications dans les autres tomes. Mais en tout cas, c'était une chouette découverte, c'est un moment sympathique de lecture, sans prise de tête, et qui peut-être promet quelque chose de sympa. Alors je rappelle, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, ce n'est pas du young adulte, c'est vraiment du jeunesse. C'est dans la collection de Pocket Jeunesse où on est vraiment dans les plus jeunes. Hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas autant développé.
mais je me dis que voilà, je lirai en tout cas le tome 2, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et j'espère que l'univers dans lequel ils évoluent, etc., sera un peu plus développé et qu'on en saura plus. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça reste vraiment une lecture sympa et je vous recommande chaudement de le découvrir parce que, voilà, si vous aimez ce genre de lecture et que vous aimez la littérature jeunesse, hein, attention, ça devrait être sympa. Je vais maintenant vous parler de mon coup de cœur. J'ai tellement aimé ce roman et il m'a tellement bouleversée que quand je l'ai fermé, j'ai été faire un live direct sur YouTube. En fait, j'ai prévenu sur Insta et je suis allée direct sur YouTube pour vous parler de ce livre parce que j'avais envie d'en parler à chaud. Alors ceux qui ont vu le live, bah dites-moi en fait après si... après le point lecture, en fait, si vous trouvez que mon avis a évolué ou pas, parce que forcément, ça date de, pareil, d'une dizaine de jours, donc ça a dû évoluer, mais ça reste de toute façon un coup de cœur. Alors c'est pas le coup de cœur intersidéral, etc. C'est le coup de cœur, vous savez, émotionnel en fait. Ce livre m'a bouleversée, m'a beaucoup touchée, et en fait le sujet je le trouve super important. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre m'a autant touchée. Donc je vais vous parler de Butterfly de Yousra Mardini aux éditions Pocket Jeunesse. Ne tenez absolument pas compte de cette couverture qui n'est absolument pas vendeuse, qui pour moi fait un peu roman dystopique, etc. Et ce n'est pas du tout le cas. Et je trouve ça tellement dommage parce que... Voilà, bref, ce n'est qu'un détail, mais j'aime pas du tout la couverture. Butterfly, c'est l'histoire de Yousra Mardini, donc c'est son témoignage, romancé sûrement, mais c'est son témoignage, c'est son histoire et celle de sa famille, celle de sa sœur. Elles vivent en Syrie, donc elles sont toutes les deux nées et ont vécu pendant de nombreuses années en Syrie avec un papa complètement passionné de natation qui transmet ce virus de la natation à ses filles, plus à Yousra qu'à sa sœur d'ailleurs, qui va plus facilement et plus rapidement se lasser des entraînements et des compétitions, etc. Yousra, elle, ne rêve que d'une chose, aller aux Jeux Olympiques. Voilà, elle veut devenir la meilleure nageuse et aller aux Jeux Olympiques. Il va y avoir des affrontements hein, au Moyen-Orient. Et au départ, ils sont persuadés que ça n'atteindra pas la Syrie, parce que la Syrie est un peuple pacifiste, respectueux, voilà. Ils sont persuadés qu'il n'y aura pas de problème, sauf qu'on le sait bien, ça va atteindre la Syrie, et ça va atteindre leur quartier, et ça va commencer à atteindre leur famille. À partir de ce moment-là, les deux ados vont demander à quitter la Syrie pour aller en Allemagne. Alors l'Allemagne, pourquoi? Tout simplement parce qu'elles connaissent quelqu'un qui y est allé, hein, c'est vraiment ça. Au début, les parents sont pas chauds parce que ça demande une somme monumentale qu'ils n'ont pas forcément. Sauf qu'en fait, Yousra ne peut plus nager parce qu'il y a des explosions sans arrêt près de sa piscine. Et du coup, voilà, les parents vont finir par accepter. Le plan est simple, comme Yousra est mineure, l'idée c'est qu'en fait elle arrive en Allemagne avant ses 18 ans, de façon à ce qu'il fasse une demande de rapprochement familial et que du coup sa maman et leur petite sœur qui va rester en Syrie puissent les rejoindre. Donc Yousra et sa sœur en fait, Sarah je crois qu'elle s'appelle, donc toutes les deux elles vont partir d'abord pour la Turquie en avion, parce que ça c'est des vols ouverts donc elles y vont, et ensuite elles vont devoir de la Turquie aller en Europe, donc avec un petit bateau, hein, voilà, donc faire appel à des passeurs, etc. Et en fait, on va suivre tout leur parcours, dont des scènes assez dures, où justement elles sont sur ce bateau et où ça va partir un peu en cacahuète, sauf que toutes les deux sont des nageuses professionnelles, donc elles vont entre guillemets se sacrifier et sauter du bateau pour nager, en fait, pendant des heures et rester dans l'eau gelée pendant des heures pour que le bateau ne coule pas et sauver les autres. Cet acte, qui est à la base insufflé par la grande sœur de Yousra, va les suivre constamment, puisque sur leur parcours elles vont croiser des journalistes, elles vont croiser d'autres réfugiés, etc. Et c'est vraiment ce qui va les... comment dire, ce qui va les suivre et ce qui va aussi amener Yousra à devenir quelqu'un de très connu, puisque cet acte on va un petit peu lui attribuer à elle, et quand elle va arriver en Allemagne, c'est un peu grâce à ça en fait qu'elle va pouvoir faire certaines choses qui concernent la natation. Alors je veux pas trop m'étaler, je trouve que voilà, on en dit déjà beaucoup. Il faut savoir que ce livre parle voilà, principalement de ces adolescents et de ces personnes qui fuient la Syrie, de cette condition, et c'est hyper important en fait. Pendant une grosse partie du roman, Yousra n'arrête pas de le dire, je ne suis pas une réfugiée, je suis une femme, je suis une Syrienne, je suis un être humain, arrêtez de me coller cette étiquette. Et c'était chouette en fait, parce que vraiment elle montre que voilà, ils ont fui leur pays, mais ils l'ont pas fait par choix, ils sont pas venus en Allemagne en l'occurrence là pour faire chier leur monde, ils sont venus parce que dans leur pays ils risquaient simplement de mourir et qu'il était temps en fait de partir pour sauver leur vie en fait.
Et c'est un beau message et c'est bien fait, c'est une histoire vécue, c'est quelque chose qui n'est pas réglé puisque la famille, enfin Yusra et sa famille sont actuellement en Allemagne, mais ne savent pas s'ils vont pouvoir rester puisque il me semble que leur visa va bientôt prendre fin et pour l'instant ils savent pas s'ils vont pouvoir rester dans le pays. C'est une histoire qui est forte, c'est un combat qui est fort, de voir cette gamine aussi passionnée pourtant, et quand c'est dans de la littérature ado, je trouve ça hyper intéressant. J'adore quand Pocket Jeunesse part dans des trucs comme ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, quand il s'éloigne de la fantaisie, du fantastique, de la romance adolescente, et qu'il parte dans ce type de livre qui est blindé de messages, qui est vraiment beau en fait, et qui est important à lire, vraiment c'est important à lire, ça te donne une ouverture d'esprit incroyable, ça te permet peut-être derrière de te documenter, de comprendre tout ce qui s'est passé, de voir vraiment qui est cette Yusra Mardini, ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle a fait avant. Voilà, c'était vraiment un livre que j'ai adoré, mais vraiment que j'ai adoré, et qui m'a beaucoup touchée. Il n'est pas parfait, bien sûr, y a des petits... On trouvera toujours des choses à redire, mais c'était dingue, et puis de voir toute cette épopée dans les yeux de Yusra, en fait, à travers son regard et sa vision du truc, où elle se rend compte qu'elles ont traversé des choses difficiles, mais en même temps, sur l'instant, c'est pas forcément ça qui va la marquer, et même quand elle en reparle, elle est pas en mode « Oh mon Dieu, c'était tellement dur ». Non, elle se rappelle des moments où ils se sont marrés, elle se rappelle... Enfin voilà, on a ce côté humain, on n'est pas dans un roman tire-larme, on n'est pas en mode « Oh, pauvre petit réfugié », mais pas du tout, en fait. Bien sûr que leur parcours est difficile, bien sûr que tout ce qu'elles font n'est pas simple, c'est deux ados, elles sont toutes seules, c'est difficile, quoi. Mais, à côté de ça... Voilà, en plus ça ouvre les yeux sur certaines choses qui peuvent se passer en Europe, hein, parce que, alors ça a été dur de quitter la Turquie, mais alors quitter la Hongrie, quand tu lis le bouquin, tu te dis « Oh my god !» Je trouve ça important, et ouais, si ça peut donner une ouverture d'esprit aux gens et leur donner envie d'en savoir plus, c'est hyper, enfin c'est vraiment chouette. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce roman, j'ai pas envie de m'éterniser pendant 107 ans, mais vraiment, essayez de vous intéresser à ce livre, ne tenez pas compte de cette couverture. Voilà, on la cache, qui je trouve n'est pas un élément porteur du livre. C'est pareil, le bandeau Barack Obama, voilà. Derrière, il y a une citation de Khaled Hosseini, et c'est vrai que tu te dis, bon bah voilà, hein, je pense que ceux qui ont lu cet auteur savent aussi à quel point il est engagé, et je pense que, bah voilà, si lui a adoré ça et vous le recommande, c'est pas pour rien non plus, hein, voilà. Bref, je me tais. On va complètement changer d'univers, etc. puisque je vais vous parler d'un petit manga qui m'a franchement fait marrer. Il s'agit de Un Shiba de plus de Mayumi Muroyawa. Alors j'essaye depuis que je l'ai de faire une photo pour vous la mettre sur Insta avec Meiko. Je n'ai jamais réussi. C'est-à-dire que dès que je pose ce manga à côté de Meiko, elle se barre en courant. Je ne sais pas pourquoi, ce livre ne lui plaît pas. Elle veut pas. Voilà, je sais pas. Bref, alors, c'est un manga, hein, tout simplement. On va suivre une femme, la vieille sorcière, qui un jour vient dans un magasin, dans une animalerie en fait, et décide d'adopter un Shiba, parce que voilà, elle est seule, son mari est décédé, voilà, elle voit pas souvent son petit-fils. Alors elle a peut-être une arrière-pensée en se disant oh, si j'ai un chien, peut-être que mon petit-fils viendra me voir plus souvent. Mais il y a aussi le fait que voilà, son mari adorait les Shiba Inu, donc elle se dit pourquoi pas, je vais prendre un Shiba. Elle arrive dans l'animalerie et elle voit Shibako, donc un Shiba qui est dans un parc. Et quand elle le voit, elle est un peu en mode mais c'est quoi ce truc? Il est tellement laid. C'est Shibako la mocheté. Voilà, c'est son surnom. D'ailleurs avec Chris c'est devenu notre gros délire ce truc-là. Bref, donc voilà, il y a Shibako la mocheté qui est là, et elle est là, oh non, je veux pas de ce truc, il est trop moche, c'est quoi cette tronche et tout. Et puis elle voit un petit Shiba noir, elle se dit, oh lui il est trop mignon, je vais le prendre. Et en essayant de négocier, enfin bref, elle va un peu se faire avoir, puisque en fait la propriétaire de la boutique va lui dire je vais vous faire une super offre, je vous fais une réduction de temps, voilà, donc de temps d'yen. Donc la petite vieille elle est en mode waouh trop cool et tout, sauf qu'en fait la réduction c'est qu'en fait elle va repartir avec Shibako la mocheté quoi. Voilà, donc la petite mamie elle se fait refourguer, en plus de son chien qu'elle a appelé Taro, elle se fait refourguer Shibako la mocheté.
Alors au début c'est pas forcément le grand amour, hein, et puis au fur et à mesure ça devient plus attendrissant et plus mignon. On suit l'aventure de Taro et de Chibako, les rencontres qu'ils peuvent faire, les relations qu'ils ont du coup avec la vieille sorcière comme l'appelle Taro. On découvre le petit-fils de la grand-mère, je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'était vraiment mignon. Alors bien sûr faut aimer les chiens. Les Shiba c'est encore mieux, hein. Si t'es plus fan de Shiba c'est encore mieux. Moi vous savez que bah voilà, j'en ai un quoi, donc forcément c'était un peu... c'était évident pour moi en fait de lire ce manga et je me suis vraiment marrée. C'est des petites histoires courtes, c'est vraiment drôle, franchement c'est vraiment drôle. Et la seule bizarrerie qu'a Chibako en fait dans le dessin c'est qu'elle a un œil plus gros que l'autre, enfin voilà, elle a rien de monstrueux non plus, hein. Mais voilà, c'était vraiment mignon et j'ai passé un super moment. Alors est-ce que je peux vous montrer quelques planches? Vous voyez par exemple, voilà, la tête de Chibako. Rien de dingue non plus. Ah, je vous le montre à l'envers. Voilà. Et Taro, c'est celui-ci. Donc voilà, donc si vous avez envie d'un petit manga rigolo, c'est vrai que on trouve hein, plusieurs mangas sur les chats, mais sur le Shiba, c'est la première fois. Donc j'étais très contente et c'était vraiment attendrissant et très mignon. Et même la grand-mère qui au début, je la trouvais un peu horrible, bah finalement je me suis fortement attachée à elle. Donc voilà, je pense que c'est un one-shot. Maintenant, s'ils en font d'autres... franchement, je serais au taquet. Donc voilà, c'en est tout de cette immense point lecture. Je suis désolée, la vidéo a été un petit peu longue. J'espère tout du moins que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des titres, que je vous ai donné envie de lire certains des livres, ou tout simplement que je vous ai donné envie de lire des choses qui sont dans votre palle aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, quel est finalement le livre de ceux que je vous ai présentés qui vous a le plus intrigué ou qui vous donne le plus envie. Je vous retrouve de toute façon dans la semaine avec une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous souhaite tout ce que vous voulez. Voilà.